Madame la juge, elle n'a plus toute sa tête, elle est incapable de gérer sa propre vie, elle est confuse, erratique, un danger pour elle-même. Mon père n'a même pas scellé en mentant au tribunal. Il a épongé une larme invisible, jetant un regard vers la famille qu'il avait conviée pour assister à mon humiliation. Je n'ai pas crié, je n'ai pas protesté, j'ai simplement vérifié ma montre. 3 minutes, c'était tout le temps qu'il lui restait avant que son monde entier n'implose. Avant de vous montrer comment son univers s'est effondré dans les 10 minutes qui ont suivi, j'ai une question. Vous est-il déjà arrivé de rester assis dans une pièce, à laisser quelqu'un mentir sur vous, simplement parce que vous saviez que vous déteniez la carte qui mettrait fin à la partie? Mettez un «oui» en commentaire si vous connaissez ce sentiment. Cette apnée, juste avant le coup de grâce, alors que Maître Dubois, l'avocat hors de prix de mon père, commençait à énumérer mes prétendus échecs, j'ai ressenti un étrange détachement. Il me pointait du doigt, moi, une femme dans un simple tailleur gris, assise seule au banc des accusés. Regardez son train de vie, Madame la juge, a-t-il ricané. Elle vit dans un minuscule appartement rue de Belleville. Elle n'a pas de voiture. Aucune trace d'emploi vérifiable ces 5 dernières années. Elle est clairement incapable de gérer l'importante fiducie dont elle doit hériter. Il a marqué une pause pour l'effet dramatique, laissant ces mots flotter dans l'air comme de la fumée. Mon père, Antoine, hocha la tête solennellement à ses côtés, l'image parfaite du parent inquiet, accablé par une enfant perdue. Au premier rang, mon frère Julien affichait un sourire en coin, calculant déjà comment il dépenserait mon argent. Il voyait une ratée. Il voyait une femme qui avait traversé la vingtaine sans rien accomplir. Ce qu'il ne voyait pas, c'était la vérité que je gardais verrouillée dans mon esprit, la réalité qui allait bientôt pulvériser leur récit soigneusement construit. Je n'étais pas sans emploi. J'étais analyste principal des risques pour une licorne de la FinTech mondiale, spécialisée dans la détection de la fraude en entreprise. Mon travail n'était pas une carrière, c'était une identité. Je passais mes journées à traquer les détournements de fonds, à pister les actifs cachés et à démasquer les dirigeants qui se croyaient plus malins que le système. Je vivais dans un petit appartement, non pas parce que j'étais fauchée, mais parce que je construisais un arsenal. Pendant des années, j'ai pratiqué ce que les psychologues appellent la méthode du rocher gris. Je suis devenue ennuyeuse, inintéressante. J'ai privé le narcissisme de mon père du carburant émotionnel dont il se nourrissait. Quand il me provoquait, je ne réagissais pas. Quand il me critiquait, je hochais la tête. Je l'ai laissé croire que j'étais faible, car un prédateur ne soupçonne jamais que sa proie est en train de lui tendre un piège. Les gens me demandent pourquoi j'ai attendu si longtemps, pourquoi je l'ai laissé me voler pendant des années avant de riposter. Ils appellent ça la chaîne invisible du survivant. Quand on grandit dans une maison comme la mienne, le silence n'est pas un choix. C'est une tactique de survie. On apprend à se faire petit pour que la cible sur son dos rétrécisse. On apprend que parler ne fait que leur donner une meilleure visée. Longtemps, ce silence a été une chouette prison. Et puis, j'ai grandi, j'ai fait des études, et j'ai réalisé que cette même dissociation qui m'avait protégée enfant était en fait un super pouvoir dans le monde de l'entreprise. Je pouvais rester assise pendant que quelqu'un me hurlait au visage sans rien ressentir d'autre que de la curiosité. Je pouvais regarder un homme mentir à un juge sans même scier. J'ai transformé mon traumatisme en avantage tactique. Je n'étais plus paralysée par la peur. J'enregistrais, pendant qu'il se moquait de ma frugalité. Je tenais discrètement un registre invisible. Chaque insulte était un dépôt, chaque mensonge, une transaction. J'ai suivi chaque euro qu'il a dépensé, chaque prêt qu'il a contracté, chaque accord douteux qu'il a conclu pour maintenir à flot son empire immobilier en ruine. Dans ce tribunal, je ne dissociais pas, je mettais des données en mémoire tampon, j'attendais le moment parfait pour exécuter le code que j'écrivais depuis 10 ans. La juge a ordonné une courte suspension pour examiner les premières pièces, une pause de procédure qui ressemblait au calme avant une démolition. Je n'ai pas bougé de mon siège. Je suis restée parfaitement immobile, les mains jointes sur la table, observant les grains de poussière danser dans les rayons de lumière qui filtraient par les hauts de ma fenêtre. C'est là que Julien a tenté son coup. Mon frère ne marchait pas, il paradait. Il portait un costume qui coûtait plus cher que ma première année de fac, payé. Je le savais, par des frais de conseil prélevés sur les comptes mêmes dont nous discutions. Il s'est penché par-dessus la barrière en bois.
envahissant mon espace personnel avec une odeur de parfum de luxe et d'ambition rance. « Ah, ne t'en fais pas, Chloé, a-t-il murmuré, sa voix assez basse pour échapper à l'huissier, mais assez forte pour m'irriter. On va très bien s'occuper de la fiducie. Honnêtement, c'est pour ton bien. Tu seras beaucoup plus heureuse dans un établissement où tu pourras recevoir l'aide dont tu as besoin. J'ai déjà repéré un bel endroit en Normandie, très calme. Il a souri, une expression crispée qui n'atteignait pas ses yeux. Et puis, une fois que je serai le fiduciaire, je pense améliorer le bateau. Je le baptiserai le Chloé, c'est la moindre des choses. Je ne me suis pas retournée, je n'ai pas tressailli. J'avais simplement jeté un œil à l'horloge murale, 10h14. J'ai ajouté cette interaction au dossier mental. C'était la confirmation finale, même si je n'en avais pas besoin. Ce n'était pas juste un père essayant de sauver ses finances, c'était une liquidation familiale coordonnée. Julien n'était pas un spectateur, il était un complice, parfaitement conscient du plan visant à me faire déclarer inapte pour qu'ils puissent piller mon avenir afin de payer leurs erreurs passées. Il pensait remuer le couteau dans la plaie. Il ne réalisait pas qu'il était en train de me livrer le mobile de sa propre mise en examen. Je suis restée de marbre, ne lui offrant absolument aucun retour sur son investissement émotionnel. Déçu par mon manque de réaction, il a eu un petit rire méprisant et a regagné sa place, marmonnant quelque chose comme « Elle est vraiment trop loin ». « La cour » annonça l'huissier. Madame la juge Renaud est revenue dans la salle, sa robe bruissant comme des feuilles mortes. « Monsieur Antoine, vous pouvez présenter vos preuves. » Antoine s'est levé, il a ajusté sa cravate, a lancé un regard tragique à notre famille au fond de la salle, puis s'est tourné vers le tribunal. Il tenait une épaisse liasse de documents comme une arme. C'était le moment, le point culminant de semaines de préparation. « Madame la juge » a-t-il tonné, sa voix résonnant d'une gravité étudiée. « Nous avons la preuve irréfutable de son incompétence. Nous soumettons la pièce à conviction A. » Il s'est approché du banc et a claqué le dossier. « Ce sont les relevés bancaires du compte principal de la fiducie », a-t-il déclaré, pivotant vers le public avec l'aisance d'un magicien. Il montre qu'au cours des 18 derniers mois, 1,5 million d'euros s'est volatilisé, disparu, introuvable. Un hoquet collectif a aspiré l'air de la pièce, mes tantes ont porté la main à leur bouche. Mes cousins chuchotaient furieusement. 1,5 million d'euros. Pour eux, une fortune inimaginable, un héritage parti en fumée. Pour Antoine, c'était la preuve accablante. « Hum !» « Elle l'a perdu !» a-t-il crié, abandonnant son calme pour pointer un doigt accusateur vers moi. « Elle y a perdu 1,5 million d'euros et ne s'en est même pas rendue compte. Elle est si déconnectée de la réalité, si inapte, qu'elle a laissé un voleur vider son héritage sous son nez. Si nous n'intervenons pas maintenant, elle sera ruinée dans 6 mois. » Il m'a regardé, alors, ses yeux brillants d'un triomphe prédateur. Il pensait m'avoir acculée. Il supposait que j'étais trop stupide, trop négligente pour suivre mes propres finances. Il croyait que l'argent manquant était la preuve ultime que j'avais besoin d'un tuteur. Il ne réalisait pas que l'argent manquant n'était pas une erreur. C'était l'appât. Et il venait de mordre à l'hameçon, corps et âme. Madame la juge Renaud fronça les sourcils, les rides de son front se creusant tandis qu'elle parcourait les pages de la pièce à conviction. Le bruissement du papier était le seul son dans la salle caverneuse. Elle a levé les yeux, son expression grave, me fixant par-dessus ses lunettes. « Mademoiselle Chloé » dit-elle, son ton balayant toute informalité. Ces relevés montrent une diminution significative et rapide des fonds, 1,5 million d'euros en 18 mois. Avez-vous une explication sur la destination de cet argent? Le silence est devenu mortel. La pression dans la pièce semblait chuter, dans le public. Ma famille se penchait en avant, avide de mon effondrement. Antoine s'est adossé, croisant les bras, un sourire suffisant aux lèvres. Il s'attendait à ce que je bafouille. Il s'attendait à ce que je pleure, que je prétende ne rien savoir, que je confirme son récit, celui d'une enfant perdue et incompétente qui avait besoin d'un tuteur. Il attendait sa fille, mais sa fille n'était plus là. Je me suis levée, sans me presser, avec la grâce délibérée et économe d'un prédateur entrant dans une clairière. J'ai senti le masque que j'avais porté pendant des années, les épaules voûtées, le regard fuyant. L'hésitation se dissoudre. Ma colonne vertébrale s'est redressée. Mon menton s'est relevé. Je n'ai pas regardé mon avocat.
Maître Dubois, qui se prenait la tête entre les mains. Je n'ai pas regardé le public. J'ai fixé la juge droit dans les yeux. Je n'ai pas d'explication. Madame la juge, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle était projetée avec une clarté qui a tranché l'air stagnant de la salle. J'ai les factures. J'ai attrapé sous la table le lourd classeur bleu que j'avais caché près de mes pieds, épais de 10 centimètres, renforcé, organisé, avec des onglets de couleur. Je me suis dirigée vers le banc, mes talons claquant une cadence sèche et rythmée sur le parquet. J'ai posé le classeur devant la juge. Il a atterri avec un bruit sourd et autoritaire. Mon père a raison sur un point, ai-je continué, me tournant légèrement pour faire face à la salle, m'assurant que ma voix portait jusqu'au fond où Julien était assis. L'argent a disparu. 1,5 million d'euros a été transféré de cette fiducie. J'ai surveillé chaque centime qui en sortait. Antoine a laissé échapper un éclat de rire, incapable de se contenir. Il a bondi sur ses pieds, pointant un doigt tremblant vers moi. Vous voyez, elle l'admet, elle a regardé faire sans rien dire. Elle est scatatonique, complètement à l'ouest. J'ai tourné la tête lentement, le fixant d'un regard dénué de toute chaleur familiale. C'était le regard que je réservais à un PDG corrompu juste avant de signer l'audit qui mettrait fin à sa carrière. Je n'étais pas catatonique, l'ai-je corrigé, ma voix tranchant son bruit comme un rasoir dans la soie. J'auditais. La bouche d'Antoine s'est refermée d'un coup sec. Il a cligné des yeux, la première fissure apparaissant dans sa confiance. Il a regardé le classeur. Puis moi, essayant de réconcilier la femme qui se tenait devant lui avec la fille qu'il pensait connaître. L'atmosphère de la pièce a changé violemment. Ce n'était plus une tragédie familiale, c'était une enquête fédérale. « Un audit » a demandé la juge Renaud, sa main posée sur la couverture du classeur bleu. « Mademoiselle Chloé, clarifiez, vous avez sciemment autorisé ces transferts. » J'ai fait plus que les autoriser. « Madame la juge » ai-je dit en retournant au pupitre. Je les ai marqués. J'ai fait signe à l'huissier de baisser les lumières. J'ai sorti une télécommande de ma poche et l'ai pointée vers le grand écran mural, habituellement utilisé pour afficher des textes de loi. L'écran a pris vie, il ne montrait pas une feuille de calcul. Il montrait une carte. Le document que mon père a soumis est un relevé bancaire standard, ai-je dit, ma voix prenant le registre professionnel que j'utilisais en conseil d'administration. Il montre ce qui est sorti. Le document que vous avez devant vous montre où c'est allé. J'ai cliqué. Un réseau complexe de lignes de données est apparu, reliant le compte de ma fiducie à un point géographique précis. Je n'ai pas perdu l'argent, ai-je dit. Je l'ai pisté. Bah. L'écran brillait des lignes indiscutables d'une carte d'investigation numérique. Je me suis éloignée du pupitre, laissant les données inonder la salle d'audience. Je voulais qu'ils voient, qu'ils comprennent que pendant qu'ils jouaient aux dames avec ma réputation, je jouais aux échecs en 3 dimensions avec leur liberté. Cette carte représente le flux des capitaux, ai-je dit, ma voix perçant le silence stupéfait. Mais plus important encore, elle représente le piège. J'ai pointé la liasse de papier qu'Antoine avait si triomphalement remise au juge quelques minutes plus tôt. Pièce A, ai-je dit. Le rapport d'audit montrant la perte des fonds. Mon père croit que ce document prouve ma négligence. Il croit que c'est le bilan de mon échec. Je me suis tournée vers Antoine. Il était pâle, une sueur luisante sur le front, visible même à cette distance. Il ne sait pas que le logiciel utilisé pour générer ce rapport n'était pas un protocole bancaire standard. C'était un algorithme propriétaire. Mon algorithme. Un murmure a parcouru la salle. Maître Dubois, l'avocat d'Antoine, a cessé de se masser les tempes et a levé les yeux, écarquillé. Je n'ai pas juste laissé la porte ouverte, ai-je expliqué à la juge. J'ai marqué l'inventaire. Chaque euro qui a quitté cette fiducie était porteur d'un marqueur numérique. Un traceur. Pensez à une liasse piégée dans un braquage de banque, mais en version numérique et invisible. J'ai cliqué sur la télécommande. La carte a zoomé sur un groupe de points de données, 2 emplacements distincts pulsaient en rouge. L'argent ne s'est pas évaporé. Madame la juge, il est allé à 2 adresses IP spécifiques. Et j'ai pointé le premier emplacement.
Adresse IP se terminant par 442. Une IP statique assignée à une ligne fibre optique dédiée, installée à la résidence d'Antoine, plus précisément l'ordinateur de bureau dans son cabinet privé. Antoine s'est levé d'un bond, sa chaise raclant violemment le sol. « C'est un mensonge! Elle a piraté mon ordinateur, ce sont des preuves fabriquées. »« Asseyez-vous, monsieur Antoine !» a aboyé la juge Renaud, son marteau s'abattant sur le bois. « Ou je vous fais expulser. » Antoine s'est assis, mais sa respiration était saccadée, ses yeux balayant la pièce comme un animal piégé. Il a regardé Julien, implorant silencieusement son soutien. J'ai cliqué à nouveau, le deuxième emplacement s'est illuminé. « Et ce signal secondaire, ai-je dit, ma voix baissant d'un octave. Il correspond à 300 000 € des fonds manquants. Il mène à un réseau Wi-Fi sécurisé dans une résidence de luxe près de l'université. L'appareil utilisé était un MacBook Pro enregistré au nom de Julien. Julien s'est figé. Il a essayé de se fondre dans son costume coûteux, mais il était trop tard. L'enfant, chéri, n'était plus un spectateur. Il était un co-accusé. Le sourire en coin avait disparu, remplacé par la prise de conscience terrifiée qu'il n'héritait pas d'un royaume, mais d'une mise en examen. « Donc, nous savons qui a pris l'argent », a dit la juge, ses yeux se plissant en regardant la table de la défense. « Mais où est-il allé ?»« C'était la deuxième partie du cheval de Troie, » ai-je dit. J'ai ouvert le classeur bleu à la section du milieu et j'ai brandi une confirmation de virement. Mon père a été prudent, il n'a pas transféré l'argent directement sur son compte courant. Il l'a envoyé à une série d'entités offshore pour brouiller les pistes. J'ai affiché un document à l'écran, un certificat de constitution de société. Il a envoyé le gros des fonds à une entité appelée Holding Héron Bleu, enregistrée à Nevis. Je me suis approchée de la table de la défense, forçant Antoine à me regarder. Il pensait que Nevis garantissait l'anonymat. Il pensait qu'une société écran était une boîte noire, mais il a été négligent. Je me suis retournée vers la juge. Il a inscrit comme bénéficiaire effectif de la holding Héron Bleu un certain A.E. Lefebvre. Il se croyait malin, un pseudonyme. J'ai marqué une pause. Lefebvre était le nom de jeune fille de sa mère. Et l'adresse utilisée pour enregistrer l'agent, elle correspond à l'adresse de facturation de son abonnement au country club. La salle a explosé. Mes tantes, qui se crispaient d'horreur devant ma prétendue incompétence, fixaient maintenant Antoine avec une révulsion non dissimulée. La façade du patriarche accablé venait de voler en éclats. Il n'était pas un sauveur. C'était un voleur qui avait utilisé le nom de sa propre mère pour piller sa fille. Il n'a pas perdu l'argent, ai-je dit, concluant le tableau. Il l'a blanchi. Maître Dubois a regardé Antoine avec un mélange d'horreur et de résignation professionnelle. Il a commencé à ranger son porte-documents, éloignant ses papiers de son client comme si l'échec était contagieux. Madame la juge Renaud m'a regardé. La confusion avait disparu, remplacée par une intelligence vive et terrifiante. Elle comprenait la carte, elle comprenait le vol, mais il manquait encore une pièce. « Mademoiselle Chloé ?» dit-elle lentement. « Vous avez prouvé où l'argent est allé, vous avez prouvé qui l'a pris. Mais la question demeure. Vous avez observé cela pendant 18 mois. Vous avez suivi chaque centime. Vous saviez exactement qui vous volait. » Elle s'est penchée en avant. « Pourquoi l'avez-vous laissé continuer? Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté au premier euro ?» J'ai pris une profonde inspiration. L'air était électrique. C'était le point de bascule. Le moment où je cessais d'être une victime pour me révéler comme l'architecte de leur chute. Parce que, Madame la juge, ai-je dit, je ne cherchais pas un remboursement, je cherchais une condamnation. Parce que, Madame la juge, ai-je répété, ma voix stable résonnant légèrement dans la salle silencieuse. Je ne cherchais pas un remboursement, je cherchais une condamnation. Je suis retournée à la table des pièces à conviction et j'ai pris une seule feuille de papier. Ce n'était pas un relevé bancaire, c'était une impression du barème des peines du code pénal. Si j'étais intervenue lorsque les premiers 50 000 € ont quitté le compte, ai-je expliqué, me tournant vers le public,
m'assurant que Julien entende chaque syllabe. Mon père aurait fait face à un procès civil, peut-être une accusation de vol simple. Il aurait négocié une peine réduite. Il aurait prétendu que c'était un malentendu, un prêt familial qui a mal tourné. Il aurait eu du sursis, 6 mois plus tard. Il aurait été de retour au dîner du dimanche, me manipulant pour que je signe un autre chèque. J'ai regardé Antoine. Il serrait les accoudoirs de sa chaise si fort que ses jointures, ses étèbes étaient blanches. Je ne voulais pas de sursis, ai-je dit. Je voulais une garantie. Sata tenta kamokshi. Je me suis retournée vers la juge pour déclencher les poursuites pour association de malfaiteurs en bande organisée. Il faut un faisceau d'activités criminelles. Il faut des virements frauduleux. Il faut que les transactions dépassent les frontières. Et pour que la peine soit incompressible, il faut que le préjudice dépasse le 1 000 000 d'euros. J'ai tapoté le classeur bleu. Je n'ai pas perdu 1,5 million d'euros. Je l'ai dépensé. C'était le prix d'achat pour une mise en examen fédéral. J'ai désactivé les alertes de sécurité. J'ai laissé la porte numérique grande ouverte. J'ai attendu, mois après mois, regardant le solde baisser, jusqu'à ce qu'il franchisse le seuil à 7 chiffres. J'ai échangé cet argent contre une peine planchée de 10 ans dans une prison fédérale. Pas de libération conditionnelle, pas de remise de peine, juste du temps. Ah bon. Et Antoine a émis un son étranglé. Ce n'était pas un mot, c'était le bruit d'un homme réalisant que les murs du piège étaient en acier, pas en papier. Il n'avait pas volé une fille sans défense. Il avait creusé sa propre tombe, euro par euro, pendant que je lui tendais la pelle. « Tu es folle », a-t-il murmuré, sa voix se brisant. « Tu as brûlé ton propre héritage juste pour me faire du mal. »« Je ne l'ai pas brûlé », l'ai-je corrigé. « Je l'ai investi. » Antoine s'est levé en se débattant, ignorant la tentative de son avocate de le retenir. La panique s'installait, arrachant le vernis de l'homme d'affaires posé. « J'ai des actifs » a-t-il crié à la juge. « Je suis un titan de l'immobilier dans cette ville. Je peux rembourser, je le gérais, ma société. Immobilier Lefebvre. Vaut 10 fois cette fiducie. Je n'ai pas besoin de son argent. » Je l'ai regardé se décomposer. Et c'est là que je l'ai vu, le phénomène que les psychologues appellent l'effondrement narcissique. J'ai regardé son visage. Ce n'était pas la peur de la prison qui le faisait trembler. C'était l'exposition, toute sa vie. Antoine avait existé comme une projection, un patriarche puissant et riche. Il se nourrissait de l'admiration de ses pairs et de la peur de sa famille. Mais à cet instant, la projection a vacillé et s'est éteinte. Il a regardé le public, les partenaires commerciaux qu'il avait invités pour assister à mon humiliation. Et il a vu le reflet de sa propre fraude dans leurs yeux. Le masque ne glissait pas seulement, il se désintégrait. Il n'était pas terrifié par une cellule, il était terrifié d'être perçu comme petit. « Votre société ?» ai-je demandé, mon ton devenant conversationnel, ce qui le rendait en quelque sorte plus fort. « Vous voulez dire la société qui n'a pas payé son bail commercial depuis 6 mois. » J'ai sorti de mon sac le dernier dossier. Il était rouge. « Vous avez vendu des paquets de créances douteuses à un fonds d'investissement privé depuis 1 an pour garder la tête hors de l'eau, » ai-je dit. Vous pensiez avoir affaire à un investisseur institutionnel anonyme. Vous pensiez être sauvé par la finance. J'ai ouvert le dossier et j'ai brandi le contrat d'achat d'actions. Je suis l'actionnaire majoritaire du groupe Phoenix. Ai-je révélé. J'ai racheté votre dette, Antoine, toute votre dette. J'ai racheté l'hypothèque de votre maison il y a 3 mois quand la banque allait saisir. J'ai racheté le privilège sur votre immeuble de bureau la semaine dernière. Le silence dans la salle était absolu. C'était le vide laissé par une explosion. Je n'ai pas seulement suivi votre vol, ai-je dit, marchant vers lui jusqu'à me tenir juste devant la table de la défense. J'ai financé votre train de vie pour pouvoir posséder le toit au-dessus de votre tête. Je possède la chaise sur laquelle vous vous asseyez au travail. Je possède le lit dans lequel vous dormez. J'ai fait glisser un unique document sur la table vers lui. Ce n'était pas une assignation en justice. C'est un avis d'expulsion, ai-je dit. Et ceci est une lettre de licenciement. Je ne vous envoie pas seulement en prison. Papa, je vous licencie. Vous êtes venu ici aujourd'hui pour me mettre sous tutelle. Vous repartez en tant que mon locataire expulsé. Antoine a fixé le papier, sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il a regardé Julien, mais son enfant chéri fixait le sol.
réalisant que son héritage n'était pas une fortune, c'était une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. La juge s'est raclé la gorge. « Maître Dubois, dit-elle à l'avocat d'Antoine, je vous suggère de conseiller à votre client de garder le silence, bien que, vu les preuves présentées par mademoiselle Chloé, je crois qu'il en a déjà beaucoup trop dit. Je lui ai tourné le dos. Le grand livre était équilibré, le piège s'était refermé, et je ne ressentais aucune culpabilité. Je me sentais juste, nette. Les doubles portes au fond de la salle ne se sont pas simplement ouvertes, elles ont été forcées. 3 hommes en blouson bleu marine se sont déplacés avec l'efficacité synchronisée d'une équipe d'intervention. Ils n'ont pas regardé la juge. Ils n'ont pas regardé le public. Ils ont regardé droit vers la table de la défense. « Ah, Antoine Lefebvre !» a annoncé l'agent principal, d'une voix plate, hélas. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. » Antoine a tenté de se lever, de protester, d'invoquer un dernier lambeau de son autorité, mais l'officier l'a fait pivoter et l'a plaqué contre la table. Le cliquetis des menottes se refermant a résonné dans la salle silencieuse. C'était un son mécanique, final, le son d'un registre qui se clôt. Julien a essayé de glisser vers la sortie de secours, se faisant petit, espérant se fondre dans le décor. Un agent s'est mis sur son chemin, le bloquant d'un mur de torse et d'insignes. « Vous aussi, Julien, votre nom est sur les virements. On a l'ordinateur portable. » Je les ai regardés se faire lire leurs droits. Je n'ai pas ressenti de joie, ni de tristesse. J'ai ressenti la froide satisfaction d'une équation complexe qui s'équilibre enfin à zéro. Je me suis approchée de l'endroit où Antoine était maintenu. Il a levé les yeux vers moi, le regard vide, dépouillé de toute prétention. Pour la première fois de ma vie, il ne me regardait pas de haut. Il me regardait depuis ses genoux. « Ah, pourquoi ?» a-t-il croassé. « Je suis ton père. »« Ah !»« Vous étiez impassif, » ai-je dit, « et je vous ai liquidé. » J'ai posé l'avis d'expulsion sur la table, à côté de sa joue. « Vous avez 30 jours pour vider ma propriété. Si vous laissez quoi que ce soit, je vous facturerai l'enlèvement. » Je me suis retournée et je suis sortie. Je n'ai pas jeté un regard en arrière vers les tentes en pleurs ou les partenaires commerciaux abasourdis. Il n'était que des débris dans le sillage de la démolition. Dehors, l'air avait un goût différent. Ce n'était pas l'air vicié du tribunal. Il était vif et pur. Je me suis tenue sur les marches du palais de justice et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. Le solde était considérablement plus bas, 1,5 million d'euros en moins. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblerait à une tragédie. J'ai regardé le chiffre, puis j'ai regardé la rue vide devant moi. Fini les dîners du dimanche à marcher sur des œufs. Fini les appels qui me tordaient de l'estomac. Fini de cacher qui j'étais pour survivre à leur ego. Je n'avais pas perdu d'argent. J'avais payé une facture. C'était la chose la plus chère que j'ai jamais achetée. Et elle valait chaque centime. J'ai fait défiler mes contacts. Antoine, bloqué. Julien, bloqué. J'ai sélectionné tout sélectionné pour le groupe de discussion de la famille élargie et j'ai appuyé sur « Supprimer ». Je me suis dirigée vers ma voiture. Ce n'était pas une Porsche en leasing. C'était une berline fiable, entièrement payée, enregistrée à mon seul nom. Je suis montée, j'ai démarré le moteur et je me suis insérée dans la circulation. La chaîne invisible qui m'avait attachée à cette maison, à cette peur, avait disparu. J'étais fauchée, j'étais seule et j'étais libre. J'ai dépensé une fortune pour acheter ma liberté et c'était le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Si vous avez déjà dû payer le prix fort pour sortir une personne toxique de votre vie, partagez votre histoire ci-dessous. Je les lirai ce soir.